Le jour où ma famille est morte, j'ai d'abord appelé mes parents. Ma voix tremblait si fort que je pouvais à peine prononcer les mots. Ils sont partis. Marine, Inès, Théo, tous partis. Il y a eu une pause, puis la voix de mon père, calme, presque agacée. C'est l'anniversaire de ta sœur aujourd'hui. Nous ne pouvons pas venir. Je suis resté là, sur le parking de l'hôpital, tenant mon téléphone comme un objet inerte, fixant le coucher de soleil qui se fichait que mon monde entier se soit effondré. Pendant qu'il coupait le gâteau, j'ai enterré ma femme et mes enfants seuls. 6 mois plus tard, ces mêmes personnes qui n'étaient pas venues nous dire au revoir se sont présentées à ma porte à cause d'un seul titre de journal contenant mon nom. Et quand ils ont lu ce que j'avais fait, la panique a balayé leur petite vie parfaite. Avant de partager mon histoire, j'aimerais savoir que vous êtes là avec moi et que vous m'écoutez. Commentez et salut ci-dessous ou dites-moi d'où vous venez. J'aime savoir jusqu'où mon histoire voyage. Parfois, savoir que quelqu'un est là fait toute la différence. Merci. Et maintenant, laissez-moi tout vous raconter. Si des histoires comme celle-ci vous touchent, abonnez-vous à notre chaîne. Cela aide plus de gens à trouver le courage de dire leur vérité. Mon nom est Adrien Leroy et voici l'histoire de comment ma famille m'a brisé et de comment j'ai construit quelque chose qu'ils ne pourraient jamais détruire. La matinée avait commencé avec le son d'un violon. L'archet d'Inès raclait les 3 mêmes notes encore et encore dans le salon pendant que l'odeur des crêpes s'échappait de la cuisine. Marine se tenait près de la gazinière, vêtue d'un de mes vieux t-shirts, façonnant la pâte en forme de dauphin parce que Théo avait insisté pour que les dinosaures soient trop ennuyeux aujourd'hui. La lumière du soleil frappait ses cheveux juste comme il fallait de fins rubans blancs filtrant par la fenêtre de la cuisine. Et pendant une seconde, j'ai pensé à prendre une photo. Je ne l'ai pas fait. Je me suis dit que nous aurions d'autres matinées comme celle-ci devant nous. Le café est prêt, dit-elle, et j'ai embrassé sa tempe en passant. Son épaule sentait le sirop d'érable et l'air marin. Théo est monté sur sa chaise, me montrant le petit pansement de dinosaure sur son poignet, celui que j'avais mis la veille au soir après sa chute en courant dans le jardin. Le rire d'Inès flottait depuis la pièce d'un accent grave côté, des notes désaccordées suivant comme des fantômes. C'était le genre de matinée ordinaire que l'on ne reconnaît comme parfaite qu'une fois qu'elle est partie. Quand l'horloge a sonné 7h45, je les ai embrassés chacun pour leur dire au revoir. La peau de Marine était chaude, l'air doux avec le sirop. Soirée pizza ce soir, m'a-t-elle rappelé en souriant. Théo a applaudi. Inès a levé les yeux au ciel, feignant la sophistication. J'ai dit, je ne manquerai ça pour rien au monde. À 8h17, mon monde s'est arrêté. L'appel venait du sergent Camille Dubois, police nationale de Bordeaux. Sa voix était calme, rodée, le genre de ton que les gens utilisent lorsqu'ils sont entraînés à annoncer une tragédie. Monsieur Leroy, il y a eu un accident à l'angle des allées de Tourny. Un semi-remorque de l'entreprise Transport Aquitaine a grillé le feu. Mon stylo m'a échappé de la main. Est-ce que tout le monde? Je suis tellement désolé, monsieur. Ils ont été déclarés décédés sur place. Le temps que j'atteigne le CHU de Bordeaux, mes mains tremblaient si violemment que je ne pouvais pas signer les formulaires. Le couloir menant à la morgue sentait le désinfectant et le métal, les lumières bourdonnant d'une sympathie mécanique. Ils m'ont laissé les voir un par un. D'abord Marine, ses cheveux encore humides de la douche du matin. Puis Inès, petite et immobile, ses doigts recroquevillés comme si elle tenait toujours l'archet. Et Théo, son pansement toujours vert vif sur son poignet. Chaque drap qu'il soulevait était un morceau de moi qui s'arrachait. Le chauffeur du camion s'en était tiré avec des égratignures. Son taux d'alcoolémie était 3 fois la limite légale. À 8h du matin. Je suis sorti en titubant vers le parking, le téléphone lourd dans ma main. J'ai appelé mes parents à Arcachon. Maman a répondu, des rires résonnant derrière elle. Maman, j'ai dit, ma gorge se brisant. Ils sont partis. Marine, Inès, Théo, ils sont tous partis. Il y a eu un silence. Puis la voix de papa, calme et délibérée. C'est l'anniversaire de Sophie aujourd'hui. Nous ne pouvons pas venir. J'ai cligné des yeux, sûr d'avoir mal entendu. Papa, ils sont morts. Les funérailles. Tu sais comment ta sœur est quand on change les plans, a-t-il dit. Maman a murmuré quelque chose de doux derrière lui. Non pas pour être en désaccord, juste pour laisser le silence le confirmer. J'ai fixé ma paume. Le pansement de dinosaure était collé là, à force d'avoir porté Théo la nuit précédente.
Mes genoux ont flanché, l'asphalte s'est brouillé. Quelque part au loin, j'ai entendu des gens rire, quittant probablement la cafétéria de l'hôpital. Mes enfants étaient allongés sur des tables en métal à l'intérieur, et mes parents ne pouvaient pas se déranger pour quitter une fête. Le vent du bassin soufflait froid à travers le parking, sentant légèrement le sel et le diesel. J'ai regardé ma montre. 8h17, les chiffres brillaient comme une brûlure. L'heure où tout s'est arrêté. L'heure où la première fracture est apparue dans ce que j'appelais autrefois ma famille. Et dans ce silence, j'ai compris quelque chose que je n'avais jamais osé admettre de toute ma vie. Ils ne m'avaient jamais vraiment vu. Le samedi suivant, Bordeaux semblait trop lumineux pour le deuil. La cathédrale Saint-André s'élevait hors de la rue comme quelque chose taillé pour l'éternité, ses cloches sonnant sur la ville. Je suis arrivé tôt, portant le poids de 3 funérailles qui n'auraient jamais dû partager le même jour. À l'intérieur, l'air était frais et âpre avec l'encens. 3 cercueils attendaient à l'avant. Celui de Marine était en noyer foncé, poli et simple, le genre qu'elle aurait choisi. Celui d'Inès avait de petites notes de musique peintes à la main sur le côté. Celui de Théo était plus petit, peint avec des dinosaures verts par la fille du directeur des pompes funèbres après qu'elle ait entendu son histoire. J'ai touché chacun d'eux, traçant leur bord jusqu'à ce que mes doigts tremblent. Les parents de Marine étaient arrivés de Toulouse, chancelants mais déterminés, leurs mains agrippant les miennes comme des bouées de sauvetage. La voix de son père s'est brisée lorsqu'il a murmuré « Tu n'es pas seul, mon fils ». Mais quand j'ai regardé les bancs, un côté était plein d'amis, collègues, voisins et l'autre côté était silencieux et vide. Les 3 sièges du premier rang à gauche avaient des cartes nominatives scotchées proprement, réservées pour Graham Leroy, Céleste Leroy, Sophie Leroy-Vidal. J'ai vérifié ma montre à nouveau. Midi, les cloches ont commencé à sonner. Les sièges sont restés vides. Alors que le prêtre commençait le service, mon esprit a vagabondé à travers des années de petits abandons que j'appelais amour. La bourse que j'ai abandonnée pour que Sophie puisse passer une année sabbatique en Europe à se chercher. Les 3 mois de congé sans solde que j'ai pris pour m'occuper de maman après son opération de la hanche alors que Sophie était trop occupée. La façon dont elle avait annoncé sa première grossesse pendant mon toast de mariage, accaparant toute l'attention pendant que Marine souriait poliment. Chaque dîner de famille, chaque fête tournait d'une manière ou d'une autre autour du dernier drame de Sophie. Et j'ai joué le rôle du fils fiable, celui qui ne causait pas de problème, qui se taisait, qui ne tenait jamais les comptes. Les bons fils ne tiennent pas les comptes, disait toujours maman. Je n'avais jamais réalisé qu'elle voulait dire que les bons fils disparaissaient. Quand la voix du prêtre s'est élevée en prière, j'ai regardé à nouveau les chaises vides. La lumière du soleil se déversait à travers les vitraux, projetant de la couleur sur le bois. J'ai pensé à toutes les fois où j'avais confondu leur silence avec la paix, leur distance avec la dignité. Maintenant, ce n'était qu'absence, bruyante et résonnante. Après l'hymne final, je suis resté alors que la foule s'éclaircissait. Le directeur des pompes funèbres a apporté le livre d'or et j'ai signé mon nom sous une centaine d'autres. Mon stylo a hésité devant la ligne marquée « Famille du défunt ». J'ai voulu écrire autre chose, peut-être la vérité, mais à la place, j'ai écrit Adrien Leroy et j'ai fermé le livre. Je suis sorti, le soleil de midi m'aveuglant. Mon téléphone a vibré dans ma poche. Le réflexe m'a fait le sortir. L'écran s'est allumé avec une notification. Sophie Leroy-Vidal a publié une nouvelle photo. Je n'aurais pas dû l'ouvrir, mais je l'ai fait. Elle était là, au club de la plage d'Arcachon, une coupe de champagne à la main, entourée d'amis. La légende disait « meilleur anniversaire de tous les temps ». Tellement reconnaissante envers tous ceux qui ont rendu cette journée spéciale. L'horodatage correspondait à la minute exacte où les cloches de l'église avaient sonné pour ma femme et mes enfants. J'ai fait défiler plus loin. Une autre publication d'une de ses amies taguant, la famille Leroy, en train de célébrer ensemble. Tout le monde souriait, tout le monde était au complet. Tout le monde sauf moi. J'ai figé sur les marches de la cathédrale. Le bruit de la circulation sur la rue a disparu, remplacé par l'écho lent des cloches vibrant toujours dans l'air. 3 cercueils derrière moi, 3 sièges vides à l'intérieur, et une image parfaite de ma famille faisant comme si rien ne s'était passé. Pour la première fois en 35 ans, la colère me semblait plus pure que le chagrin. Le genre qui ne brûle pas. Il clarifie. Cette nuit-là, de retour à la maison, je me suis assis seul à la table à manger. Le violon d'Inès reposait sur la chaise à côté de moi. Une corde cassée.
Les dinosaures de Théo s'alignaient sur le rebord de la fenêtre comme de minuscules sentinelles gardant ce qu'il restait. Dehors, les lumières du port de la lune clignotaient dans l'obscurité. J'ai ouvert mon ordinateur portable pour planifier les paiements pour 3 funérailles. 3 pierres tombales, 3 parcelles de terre. Mais la seule image qui restait dans ma tête était cette photo de la fête de Sophie. Leur sourire large, vers levé haut, comme si le monde n'avait pas simplement avalé le mien tout entier. Et alors que l'horloge dépassait minuit, j'ai réalisé que le vrai enterrement ce jour-là n'était pas pour Marine et les enfants. C'était pour l'illusion que j'avais encore une famille. La pluie dérivait de côté sur la fenêtre de la maison funéraire alors que j'étais assis en face du directeur. Il a glissé le dossier vers moi. Des pages nettes, des chiffres soignés et impitoyables. 30 000 €. 3 cercueils, 3 concessions, le corbillard, les fleurs, la musique. Chaque ligne était une petite blessure. Le plus petit cercueil, celui de Théo, était curieusement le plus cher. Une note manuscrite disait « Finition personnalisée peinte à la main ». J'ai senti ma gorge se nouer. Il a dit doucement « Nous proposons des plans de paiement ». Des plans de paiement, ai-je répété comme si j'achetais une voiture et non pas ma famille. Dehors, des flaques d'eau se rassemblaient sous le lampadaire. Je lui ai dit que je trouverais une solution. Cette nuit-là, j'ai appelé la compagnie d'assurance. Je m'attendais au processus habituel, au formulaire à remplir. Au lieu de cela, la femme au téléphone a marqué une pause et a dit « Monsieur le roi, nous aimerions planifier une réunion en personne concernant votre police. Elle est substantielle. » Ce mot est resté en suspens dans l'air comme une électricité statique. Substantielle. J'ai raccroché sans demander le montant. Quand je suis rentré, la maison sentait la pluie et le café froid. Les plats du petit déjeuner attendaient toujours dans l'évier. Du sirop de crêpes était incrusté sur le bord d'une assiette. Le violon d'Inès était ouvert, sa dernière partition toujours sur le pupitre. La tasse de café de Marine était à côté de la machine, une légère trace de rouge à lèvres encore sur le bord. Le silence pesait comme de l'eau. Le téléphone a sonné. Maman. J'ai fixé l'écran avant de répondre. Mon chéri, comment tiens-tu le coup? Sa voix était sirupeuse, trop douce. Je survis, ai-je dit. Elle a soupiré le genre de soupir qui précède un argument. Ton père et moi parlions. Sophie et Clément luttent avec la PMA. Tu sais, la famille est de la famille. Peut-être pourrais-tu partager une partie de l'argent de l'assurance. Michael a été généreux, n'est-ce pas? C'était comme être giflé par des mots. Maman, ma famille est morte. Et tu me demandes de l'argent? Oh, ne sois pas dramatique. Tu as largement assez maintenant. Pense à ta sœur. Elle mérite une chance d'avoir ce que tu as perdu. Le son qui est sorti de moi n'était même pas un rire. C'était quelque chose de creux. J'ai raccroché avant de pouvoir dire ce que je voulais. 10 minutes plus tard, la sonnette a retenti. Je n'avais pas verrouillé. Sophie se tenait là dans un manteau crème, Clément derrière elle avec le regard suffisant d'un homme faisant des calculs mentaux. « Salut, grand frère, dit-elle, entrant avant que je l'invite. Nous nous inquiétons pour toi, tout seul dans cette grande maison. Vous ne vous inquiétiez pas il y a 3 semaines, ai-je dit. Ce n'est pas juste, a-t-elle protesté. Nous avions des plans. Elle a erré dans le salon, touchant le piano, le canapé, son regard calculateur. Clément s'est arrêté près de la cuisine, passant sa main sur le comptoir en granit. Bel endroit, a-t-il dit. Un demi-million facile, a souri Sophie. C'est trop grand pour une seule personne. Tu pourrais nous le vendre. Remise familiale. Deal de 300 000 € en espèces. Clôture rapide. Mon estomac s'est noué. Le marché est à 5 cents. Elle a haussé les épaules. Nous te rendrions service. Moins d'entretien, moins de douleur. Je me suis interposé entre eux dans le couloir. Vous devez partir. Ne sois pas ridicule, a-t-elle claqué. Nous essayons d'aider. Vous essayez de piller. Son sourire s'est fissuré. Maman et papa avaient raison à ton sujet. Tu es devenu ingrat. J'ai pointé la porte. La famille ne vend pas le deuil à prix réduit. Ils sont partis, Clément faisant une pause juste assez longue pour lever son téléphone et prendre des photos de la maison. J'ai regardé leur voiture s'éloigner sous la pluie, les feux arrière se brouillant en rouge.
Quand la nuit s'est installée à nouveau, je me suis assis à la table, fixant la facture de la maison funéraire, l'encre légèrement déteinte par mes mains humides. Le téléphone a vibré une fois de plus, un SMS d'un numéro inconnu. Il planifie une intervention ce dimanche chez tes parents. Ils appellent, ça va t'aider à penser clairement. N'y va pas seul. Le message était signé « Delma, ta voisine ». Dehors, le tonnerre grondait au-dessus de la baie. À l'intérieur, les lumières ont vacillé une fois et se sont stabilisées. J'ai plié la facture en deux, puis encore, jusqu'à ce que les chiffres disparaissent. 3 semaines après les funérailles, je me suis retrouvé aéré dans l'allée des céréales du Monoprix de la rue Sainte-Catherine. Les étagères étaient trop lumineuses, trop propres. J'ai pris la boîte de Chocapic qu'Inès adorait, même si personne ne la mangerait maintenant. Certaines habitudes survivent plus longtemps que les gens. J'étais à mi-chemin de la caisse quand j'ai entendu sa voix. Oh mon Dieu, tout le monde. C'est mon frère, celui dont je vous ai parlé. C'était Sophie. Elle était habillée pour un brunch, entourée de 3 amis aux sourires identiques. Elles se sont tournées, curieuses, prédatrices. C'est lui, a-t-elle dit, me désignant comme si j'étais une exposition. Il thésaurise des millions pendant que nous essayons de fonder une famille. Mon estomac s'est effondré. Arrête ça, Sophie. Mais elle est devenue plus forte. Dis-leur, Adrien, à propos du versement d'assurance de 5 millions d'euros. Dis-leur comment tu as abandonné ta famille. Des gens se sont arrêtés. Une mère a tiré ses enfants plus près. Un jeune homme a levé son téléphone pour enregistrer. J'ai essayé de m'éloigner, mais elle m'a suivi, sa voix montant avec un chagrin fin. Il est instable. Nous envisageons de le faire évaluer. C'est déchirant, vraiment. Quelque chose en moi s'est libéré. Je me suis retourné, j'ai rencontré ses yeux et j'ai dit doucement, « Tu veux dire les parents qui ont manqué les funérailles ?» Les mots ont traversé le magasin comme une lame. Pendant un instant, le silence. Puis son expression s'est durcie. « Il délire », a-t-elle dit à la foule, sa main tremblant de manière théâtrale. J'ai laissé le caddie où il était et je suis sorti. La porte a glissé, la lumière extérieure presque blanche. Quelqu'un m'a suivi, caméra toujours levée, filmant l'arrière de ma tête. Alors que j'atteignais ma voiture, la lumière du soleil brillait sur le capot comme du verre. En soirée, la vidéo était partout. Groupe Facebook, forum de quartier, page de potins locaux. Le titre disait « Veuve tragique s'en prend à sa famille lors d'une crise au supermarché ». Les commentaires affluaient sympathie pour Sophie. Pitié pour moi. Des étrangers me diagnostiquant depuis leur téléphone. 2 jours plus tard, un message est apparu de maman. Réunion de famille chez nous dimanche 14h. Ne rends pas les choses plus difficiles que nécessaire. La dernière phrase m'a donné un frisson. Ce n'était pas une invitation. C'était un ordre. Quand dimanche est arrivé, j'ai conduit jusqu'à Arcachon quand même. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être voulais-je voir si une partie d'eux pouvait encore être humaine. Le salon était plein oncle, tante, cousin que je n'avais pas vu depuis des années. Et dans le coin, une femme que je ne reconnaissais pas tenant un bloc-notes. Papa s'est levé. Voici la docteure Favre. Elle est là pour nous aider à faciliter une conversation. J'ai ri une fois, sèchement. Une thérapeute? Vraiment? Maman a pressé un mouchoir sur sa joue. Nous nous inquiétons pour toi, mon chéri. Tu ne gères pas bien ton deuil. Tu gères mal les choses. La docteure Favre s'est raclé la gorge. Votre famille est préoccupée par votre jugement. Ils pensent que vous pourriez avoir besoin d'aide pour prendre des décisions financières éclairées. Donc, il ne s'agit pas de deuil, ai-je dit. Il s'agit de contrôle. Sophie a reniflé depuis le canapé. Nous voulons juste ce qui est le mieux pour toi. Tu t'es isolé, tu nous as ignorés, tu caches de l'argent. Je l'ai fixé. Tu veux dire l'argent qui ne t'appartient pas, la voix de papa a tonné. Surveille ton ton. La famille est de la famille. Cette phrase à nouveau. La même qu'ils utilisaient pour me vider toute ma vie. La docteure Favre a essayé de parler, mais je l'ai coupée. Si c'est une intervention, c'est pour la mauvaise personne. J'ai saisi mon manteau. Maman a crié après moi, la voix tremblante. Maintenant, si tu passes cette porte, nous n'aurons pas d'autre choix que de prendre des mesures légales pour te protéger de toi-même.
Je me suis tourné à l'embrasure de la porte. Faites ce que vous avez à faire. Quand je suis rentré, ma boîte de réception a clignoté. Un nouvel email, ligne d'objet brillante sur l'écran. Planification successorale de votre défunte épouse. Réunion urgente requise. Il venait d'un homme nommé André Moreau. À l'intérieur du message, juste une ligne. Elle a préparé quelque chose pour vous bien avant l'accident. Pour la première fois depuis des semaines, j'ai senti quelque chose changer en moi. Pas de l'espoir exactement, mais une direction. Un faible battement dans le silence, comme le premier rythme cardiaque après la noyade. Les portes de l'ascenseur se sont ouvertes sur le 12e étage du cabinet Morel et Dupré. Le bâtiment sentait légèrement le cèdre et le poli, le genre de calme qui n'existe que là où la loi et l'argent se rencontrent. André Moreau m'a accueilli dans un costume bleu marine, des lunettes argentées et le genre de calme qui fait instantanément confiance aux autres. Sa poignée de main était ferme, pas pitoyable. « Monsieur le roi, dit-il, veuillez vous asseoir. Je vous attendais. » Son bureau était chaleureux, mur en noyer, lumière dorée, l'opposé de toutes les pièces froides où j'étais passé depuis l'hôpital. Il a placé un dossier sur la table et l'a ouvert comme une porte. « Votre épouse est venue me voir il y a 8 ans, dit-il. Juste après la naissance de votre fille Inès. Elle voulait s'assurer que vous seriez protégé, quoi qu'il arrive. » À l'intérieur du dossier se trouvaient 3 documents, chacun estampillé d'un logo de société différent. 3 polices distinctes, a-t-il expliqué. Valeur totale, 5 millions d'euros. J'ai eu le souffle coupé. Elle a fait cela sans me le dire. Elle voulait que vous viviez, pas que vous vous inquiétiez, dit-il. Il m'a tendu une petite clé USB argentée. Il y a quelque chose qu'elle vous a laissé. Il a tourné l'écran vers moi et a appuyé sur lecture. La vidéo s'est ouverte dans la même pièce où nous étions assis. Même lampe, même lumière. Marine était assise devant la caméra, vêtue d'un chemisier blanc, ses cheveux tirés en arrière. Elle avait l'air calme, certaine. « Si tu regardes ceci, dit-elle, sa voix stable mais douce. Cela signifie que je suis parti. Sache ceci, s'il te plaît. J'ai planifié cela pour que tu n'aies jamais à mendier l'amour de ceux qui ne l'ont jamais mérité. » J'ai senti la chaise grincer sous moi alors que le son de ma propre respiration remplissait la pièce. André a attendu que je puisse à nouveau croiser son regard. Il y a aussi une lettre. Il a glissé une enveloppe sur le bureau. Mon nom était écrit de son écriture, élégante, bouclée, familière. Je l'ai ouverte avec des doigts tremblants. Adrien. Je savais que ta famille pourrait se retourner contre toi lorsque le chagrin et l'argent se heurteraient. Les gens révèlent leur vérité lorsque la perte entre dans la pièce. J'ai laissé des conditions dans les contrats. Quiconque n'a pas été là pour toi perd toute réclamation. Utilise ce qui reste pour construire quelque chose qui compte. Construis une vie qui honore l'amour, pas le sang. L'encre s'est brouillée à mi-chemin à cause de larmes que je ne sentais pas couler. André a parlé doucement. Elle a conçu chaque police avec des clauses de protection, des dispositions éthiques qui interdisent à tout parent qui n'aurait pas apporté son soutien moral de réclamer des fonds. S'ils essaient, je suis tenu de publier une lettre d'avertissement et toutes les preuves jointes. Il a marqué une pause, laissant le temps que cela s'imprègne. Votre épouse a prédit chacun de leurs mouvements. J'ai fixé le dossier à nouveau. Comment pouvait-elle savoir? Elle a travaillé pour les assurances Sentinelle en tant que consultante en données il y a des années. Elle a aidé à concevoir leur système de bénéficiaires à plusieurs niveaux. C'est pourquoi ces contrats existent. Chacun a une clause d'enregistrement. Si vous êtes ciblé ou diffamé, la société est obligée de publier son témoignage enregistré. Cela m'a frappé alors, elle n'avait pas seulement laissé de l'argent, elle avait laissé une armure. André s'est penché en arrière. Il y a une autre chose. La PDG de Sentinelle, Naomi Delacour, a demandé à vous rencontrer en personne. Elle dit qu'il y a quelque chose que vous devriez voir. 2 jours plus tard, j'ai pris l'avion pour Paris. Le bureau de Naomi donnait sur la ville vert et acier moderne, lumière du soleil coupant son bureau. Elle m'a accueilli avec une sorte de respect solennel. Votre épouse a anticipé ce qui allait se passer. Elle a dit qu'elle était extraordinaire. Elle a ouvert une tablette et a appuyé sur lecture à nouveau. Marine est apparue, filmée dans le même chemisier blanc, le même ton calme. Si tu vois ceci par l'intermédiaire de Naomi, cela signifie que tout est réglé. Ne gaspille pas ta vie à survivre.
Construis quelque chose qui nous survivra à tous les deux. Appelle ça le projet phare. Aide ceux qui ont été laissés debout dans l'épave comme tu le seras. Quand la vidéo s'est terminée, l'écran est devenu noir sauf pour 3 mots. Fondation Phare Le Roi. Cette nuit-là, dans la chambre d'hôtel, je me suis assis près de la fenêtre, regardant les lumières de l'autoroute se brouiller en ruban. Pour la première fois depuis des mois, le chagrin n'était pas un vide. C'était du carburant. J'ai utilisé 3 millions d'euros pour établir la fondation dédiée aux familles brisées par des accidents impliquant des conducteurs en état d'ébriété. Les 2 millions restants sont allés dans un trust pour la soutenir. À la fin du printemps, les démarches administratives étaient approuvées. Les premières subventions étaient prêtes et mon nom n'apparaissait sur aucune liste de publicité. Je ne voulais pas de célébrité. Je voulais un but. Mais en signant le document final, j'ai eu le sentiment inquiétant que cette victoire discrète ne le resterait pas longtemps. Les gens reviennent toujours quand ils sentent la rédemption et l'argent. 6 mois après les funérailles, Bordeaux avait à nouveau appris mon nom, mais cette fois pour une raison différente. La fondation Phare Le Roi n'était plus seulement une idée. Le bureau était près des quais, la lumière du soleil inondant les murs de verre. Chaque matin, le téléphone sonnait avec des histoires qui me semblaient trop familières. Mère, père, frères et sœurs demandant de l'aide après qu'un accident ait déchiré leur vie. Je leur disais, nous prendrons en charge les frais funéraires. Vous n'êtes pas seuls. Nous n'avons rien filmé. Nous n'avons rien publié. Mais d'autres l'ont fait. Une femme du Pays Basque a écrit sur nous en ligne. Un étranger a payé l'enterrement de mon mari. Il s'appelle Le Phare. Puis une autre histoire, puis une troisième. En juillet, les dons ont commencé à affluer de personnes que je n'avais jamais rencontrées. Nous avons commencé modestement 12 familles, puis 50, puis 200. Le programme de violon d'Inès offrait des bourses aux enfants qui avaient perdu leurs parents dans des accidents. La bibliothèque d'Ino de Théo voyageait entre les écoles primaires, apportant des livres et des rires là où le chagrin avait vécu trop longtemps. Chaque projet ressemblait à la couture de lumière dans l'obscurité. Un matin, une journaliste du Sud-Ouest a appelé. Elle avait entendu des murmures à propos d'un veuf transformant la tragédie en espoir. Une semaine plus tard, le titre s'étalait sur le journal. Un veuf du Sud-Ouest transforme 5 millions d'euros en espoir. Ma photo était à côté du titre, moi debout avec des familles lors d'un événement commémoratif. Je ne savais même pas qu'elle avait été prise. J'ai éteint mon téléphone ce jour-là. Je ne voulais pas de félicitations. Quand je l'ai finalement rallumé cette nuit-là, l'écran s'est rempli de notifications. 80 messages. Des dizaines d'appels manqués. 47 de papa, 12 de maman, 83 de Sophie. Ils ont commencé doucement. Tellement fiers de toi. Puis ont glissé. Nous devrions parler de la fondation. Puis ont aigri. Tu gères mal les ressources familiales. Enfin, nous avons des droits, nous aussi. 2 jours plus tard, ils sont apparus à ma porte avec des fleurs bon marché et des casquettes de baseball qui disaient « Famille Phare Le Roi ». Les voisins regardaient fixement. « Regarde qui fait enfin quelque chose de significatif », a gazouillé Sophie, me tendant le bouquet comme si rien ne s'était passé. « Vous devez partir », ai-je dit. Maman a froncé les sourcils. « Ne sois pas froid, Adrien. Nous sommes la famille. » Le ton de papa s'est durci. « Tu as construit cela avec de l'argent de famille. Cela signifie une surveillance familiale. » Avant que je puisse répondre, Madame Delma, ma voisine âgée, est sortie avec son chien. « Il vous a dit de partir », a-t-elle dit. « Ne m'obligez pas à appeler la police. » Maman a halté. Nous essayons de l'aider. Il n'est pas bien. Quelques minutes plus tard, les lumières de la police ont clignoté de l'autre côté de la rue. Le même sergent Camille Dubois est sorti de la voiture de patrouille. Elle a regardé d'eux à moi et a secoué la tête. « Monsieur le roi va bien », dit-elle sèchement. « Si vous ne partez pas maintenant, je déposerai un rapport pour intrusion. » Ils se sont retirés, murmurant trahison et honte, leurs casquettes s'affaissant sous la pluie. Le lendemain matin, une lettre recommandée est arrivée, papier à en-tête juridique, sceau en relief. Avis d'intention, pétition pour la surveillance familiale de la Fondation Phare Le Roi. La réclamation jointe m'accusait d'instabilité émotionnelle, exigeant une gestion conjointe du trust pour assurer la transparence. J'ai emporté la lettre directement chez André Moreau. Il l'a lue une fois, puis 2,
ses lèvres tressaillant comme s'il connaissait déjà le script. Elle a vraiment tout planifié, a-t-il dit. Il a ouvert un tiroir et a sorti une enveloppe scellée estampillée d'un cachet de cire rouge. La signature de Marine bouclée dessus. Elle vous a laissé ceci, a dit André. Et des instructions, n'ouvrir que s'il tente de réclamer la fondation. J'ai fixé l'enveloppe. La cire était fraîche sous mon pouce. André a souri faiblement. Nous l'ouvrirons quand ils passeront cette porte. Et je pense que ce moment arrive bientôt. Dans l'après-midi, une nouvelle vidéo circulait en ligne. Quelqu'un avait monté 2 clips ensemble. Une moitié de Sophie levant sa flûte de champagne pour son anniversaire, l'autre moitié de moi debout devant 3 cercueils à l'église. La légende disait, la famille l'a laissé seule, puis a réclamé sa lumière. Le vent a tourné du jour au lendemain. La même foule qui m'appelait autrefois instable m'appelait maintenant l'homme qui avait bâti l'espoir à partir des cendres. Mais Graham et Céleste n'en avaient pas fini. La fierté est plus difficile à enterrer que la culpabilité. Une semaine plus tard, j'ai reçu un email signé par mon père lui-même. Rencontrons-nous face à face. Nous allons résoudre cela avec dignité. La réunion a été fixée pour le jeudi après-midi chez Morel et Dupré. Quand j'ai confirmé le rendez-vous, André m'a regardé attentivement. Es-tu sûr d'être prêt? J'ai hoché la tête. Ils pensent qu'ils viennent réclamer quelque chose qui leur appartient. J'ai refermé ma main sur l'enveloppe scellée. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que le vrai juge est la femme qu'ils ont passé toute leur vie à sous-estimer. Le vent dehors a changé, les premières gouttes de pluie tapant contre la vitre, et j'ai su que ce qui allait se passer ensuite mettrait fin à tout ce qui avait commencé à 8h17 ce matin de mars. Le ciel au-dessus de Bordeaux est devenu gris ardoise en milieu d'après-midi, le vent poussant contre la vitre comme un avertissement. Au 18e étage, l'air sentait le papier et le poli. Quand je suis entré, ils étaient déjà assis Graham, Céleste, Sophie, Clément et leur avocat dans un costume à fine rayure qui lui donnait l'air d'un pupitre. André était assis à côté de moi, calme comme une marée, tirant l'enveloppe scellée sur la table, la cire rouge estampillée de la signature bouclée de Marine. Conformément aux conditions d'assurance et au testament, a dit André calmement, je suis obligé de présenter certains documents lorsque des membres de la famille demandent le contrôle des actifs ou de la réputation. Je n'ai pas parlé. La pièce n'avait pas encore besoin de mes mots. André a brisé le sceau. Il a déplié une seule feuille écrite de la main de Marine et a lu à voix haute. Si vous entendez ceci, cela signifie que quelqu'un a choisi d'échanger l'honneur contre l'argent. Quiconque n'a pas soutenu mon mari lors de nos funérailles n'aura jamais de réclamation sur ce que j'ai laissé. Céleste a fait un petit bruit, le genre que l'on fait quand on bute sur une vérité que l'on préférerait ne pas voir. La paume de Graham a frappé la table. Fabrication. Il n'y a aucune preuve que nous n'étions pas là. André a soulevé la télécommande. L'écran sur le mur s'est allumé. La caméra a panoramique dans la nef de la cathédrale, le son du prêtre montant comme une marée. Nous nous rassemblons pour nous souvenir de Marine, Inès et Théo Leroy. Le plan s'est fixé sur l'allée gauche. 3 sièges au premier rang avec des cartes blanches soignées, réservées pour Graham Leroy, réservées pour Céleste Leroy, réservées pour Sophie Leroy-Vidal. Vide, inondé de lumière colorée provenant des vitraux. C'est la vérité que vous ne pouvez pas effacer, ai-je dit, et ma voix m'a surpris par sa stabilité. Le souffle de Sophie s'est coupé. Je ne pouvais pas le gérer ce jour-là, a-t-elle murmuré. J'étais sous tellement de pression. André a appuyé sur lecture sur un deuxième fichier. Marine à nouveau, enregistrée chez Sentinelle. Même chemisier blanc, même calme. S'ils viennent un jour réclamer ce qui n'a jamais été à eux, dit-elle, rappelez-leur que l'héritage appartient à ceux qui sont restés. La phrase a atterri au centre de la table et s'est assise là comme une pièce brillante. Graham s'est penché en avant. Marine ne comprenait pas la dynamique de cette famille. André a ouvert un mince dossier et a glissé des copies sur la table, relevées de près. 37 000 € de virement d'Adrien sur 8 ans. Email de Madame Leroy-Vidal demandant des fonds pour des voyages. Confirmation de virement pour votre croisière d'anniversaire à partir du compte d'Adrien. C'est la dynamique. Leur avocat s'est raclé la gorge. Nous sommes ici pour discuter de la transparence de la fondation. Un conseil d'administration conjoint assure l'intégrité. Les yeux d'André n'ont pas tremblé. Les statuts de la fondation excluent en permanence quiconque a abandonné son fondateur pendant sa perte de toute position. Toute tentative de contourner cette clause déclenche la diffusion publique de ces documents.
Le silence a des températures différentes. Celui-ci était de glace. Par les fenêtres, le port était de la couleur de l'étain ancien. Dans la vitre, je nous ai vus tous refléter moi droit, eux repliés sur eux-mêmes comme si un poids était tombé sans qu'on les prévienne de plier les genoux. On a frappé à la porte. La réceptionniste est entrée et m'a tendu mon téléphone. Ceci vient d'arriver, a-t-elle chuchoté. Sur l'écran, un nouveau montage se propageait dans toute la ville, Sophie, riant avec une flûte de champagne à la main, coupée à côté des 3 chaises vides de la cathédrale, et la voix du prêtre parlant de souvenirs. Le titre disait « Elle a fait la fête. Il a enterré ». En soirée, les dominos sont tombés. Le cabinet de marketing de Sophie a publié une déclaration mettant fin à son contrat pour violation de valeurs. Graham a été discrètement retiré du conseil de l'église. Le cercle caritatif de Céleste a révoqué son invitation au gala. Les commentaires sont devenus acerbes, puis se sont détournés. La même communauté qui acquiesçait autrefois à leur version fixait maintenant les images et fermait ses portes. Je me suis levé. La famille n'est pas celle qui partage votre sang, ai-je dit, ne regardant personne en particulier. C'est celle qui s'est présentée lorsque le monde s'est arrêté. André a fermé le dossier. Réunion ajournée. Quand j'ai atteint le couloir, le vent a frappé à nouveau les fenêtres, un bourdonnement bas et régulier. Dans la vitre, j'ai saisi une dernière image. Mon ombre était grande, la leur petite et courbée. Puis les portes de l'ascenseur se sont refermées, et le bâtiment a expiré derrière moi. 1 an plus tard, Bordeaux sentait le magnolia et la pierre mouillée. La lumière du matin s'étalait sur les stèles du cimetière de la Chartreuse, et la Garonne portait les mouettes vers l'intérieur, une par une comme des virgules blanches. J'ai marché sur le chemin avec une tasse de café en papier, la vapeur s'échappant dans l'air frais. Le nom de Marine, puis celui d'Inès, puis celui de Théo. Je leur lisais le courrier du jour comme je le faisais toujours. Note de famille que nous avions aidé, un dessin au crayon d'un garçon qui avait reçu un violon grâce au programme d'Inès. Une photo d'un chariot à livres peints en vert vif pour la bibliothèque itinérante de Théo. La vie n'était pas revenue à la normale. Elle avait trouvé une nouvelle forme et appris à se tenir debout. La fondation Phare le Roi opérait dans 12 départements maintenant. Nous avions dépassé les 2000 familles servies, et pourtant la liste sur mon bureau ne cessait de s'allonger. Les gens qui m'avaient soutenu dans la pire année, la mère de Marine de Toulouse, mon ami Nathan qui gérait la logistique quand j'oubliais de manger, Madame Delma qui avait dit la vérité sur le trottoir siégeait maintenant à notre conseil consultatif. J'ai vendu l'ancienne maison et j'ai emménagé dans un petit endroit à 2 rues du cimetière. Le calme y était le bon genre. La communauté se nommait les familles phares. Les enfants qui gagnaient des bourses commençaient à s'appeler les oursons phares. Ça a pris. Un après-midi, André a envoyé une enveloppe matelassée. À l'intérieur se trouvait une lettre sur un papier à en-tête que je reconnaissais de la cuisine de Sophie. L'encre était tachée par endroits. Je n'attends pas le pardon, écrivait-elle. Je veux juste que tu saches que je comprends enfin ce que j'ai jeté. Ma fille, Sophia, a les yeux d'Inès. J'aurais aimé qu'elle puisse rencontrer ses cousins. Je suis resté longtemps avec la lettre. Puis j'ai répondu sur le papier à en-tête de la fondation. Je te pardonne, non pas parce que tu l'as mérité, mais parce que je ne porterai plus la colère plus loin. Le pardon n'est pas un retour. Aime Sophia de la manière dont tu n'as pas pu aimer Inès et Théo. C'est tout ce qui compte maintenant. J'ai glissé une photo dans l'enveloppe. Notre dernier Noël ensemble, tous les 3 en flanelle douce. Au dos, j'ai écrit, pour Sophia, pour qu'elle sache qu'ils ont existé. André l'a posté avec une note demandant à son bureau de ne pas accepter d'autres réponses. Une semaine plus tard, je l'ai rencontré à la banque et j'ai signé des papiers établissant un fonds universitaire de 50 000 € au nom de Sophia. Anonyme, bloqué jusqu'à ses 18 ans et uniquement pour les frais de scolarité. André m'a regardé au moment où le stylo a quitté la page. Après tout ça. Marine m'a dit une fois, ai-je dit, la vengeance est temporaire. La grâce dure. Le gala annuel de la Fondation a rempli l'auditorium de la ville avec des visages que je connaissais par des dossiers, des salons et des bords de tombe. Le préfet a parlé, mais les moments les plus bruyants étaient des applaudissements discrets se brisant comme des vagues pour une mère qui ne tenait debout que parce que des étrangers l'avaient portée. Quand ce fut mon tour, je suis resté simple. Nous ne construisons pas des phares à partir du succès, ai-je dit sous les lumières douces. Nous les construisons à partir de la douleur qui a refusé de rester silencieuse. En sortant,
J'ai fait une pause près des portes vitrées. De l'autre côté de la rue, sous un lampadaire, j'ai vu Graham et Céleste et Sophie. Ils se tenaient juste à l'extérieur de la lueur, les mains vides. Les billets étaient chers, mais ce n'était pas ce qui les retenait dehors. J'ai hoché la tête une fois à personne et j'ai continué à marcher. Le lendemain matin, j'ai apporté un rapport relié au cimetière, la couverture estampillée 1000 familles aidées l'année dernière, un jalon sur un chemin plus long. J'ai parlé à Marine du nouveau partenaire de soutien psychologique à Toulouse, de l'expansion du violon d'Inès à 3 autres villes, de la façon dont la bibliothèque de Théo était devenue un bus peint avec des animaux vifs et que les enfants le pourchassaient comme un camion de glace. Ton plan a parfaitement fonctionné, ai-je dit, posant le livre sur l'herbe tandis que le vent soufflait à travers les chênes. Cela ressemblait à une réponse. Quand j'ai quitté le fleuve, la lumière a accroché les fenêtres de notre bâtiment de l'autre côté de l'eau et a transformé le logo du phare en un petit soleil. J'ai pensé au sang et à la présence, à la facilité de confondre l'un avec l'autre. La famille, j'ai appris, n'est pas un droit de naissance, c'est une pratique. Quand tout s'est brisé, ils ont choisi une fête. Quand je me suis relevé, j'ai choisi une limite, puis j'ai choisi la grâce. Certaines portes restent fermées parce que la maison à l'intérieur est enfin sûre. Une certaine justice n'a pas besoin de marteau. Elle a besoin d'une lumière dirigée directement vers 3 chaises vides. Alors tu te retournes et tu marches vers les gens qui se sont présentés et tu maintiens la lumière allumée.